Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 10 autres façons d'économiser de l'argent. J'ai déjà fait 2 vidéos par le passé sur le sujet où je détaille nos trucs et nos astuces pour économiser de l'argent, mais aujourd'hui je viens avec une nouvelle liste d'idées originales pour sauver quelques sous. Souvent, c'est de faire un changement, un shift de paradigme ou de principe au niveau de la consommation de biens. Tout d'abord, je pense que c'est super important d'éviter de tomber dans ce qu'on appelle le lifestyle inflation. Donc en français, on pourrait l'appeler l'inflation du mode de vie, qui se définit par le fait qu'une personne aura tendance à dépenser plus d'argent s'il produit plus d'argent. Alors, si par exemple on a un bonus ou on a une augmentation de salaire, on se retrouve avec plus d'argent, malheureusement, souvent une personne aura le réflexe de dépenser un peu plus d'argent. Alors, c'est super important de ne pas tomber dans la trappe de dépenser plus d'argent parce qu'on en a plus. Parce qu'au final, on va se ramasser avec moins d'argent. Un autre élément que je veux mentionner, c'est par rapport aux qualités-prix d'un article. C'est de faire un changement au niveau de la mentalité. Souvent, on se dit, je vais économiser aujourd'hui en achetant quelque chose qui est plus cheap versus au long terme, cet article va me sauver de l'argent même s'il est plus cher que cet article cheap. Souvent, on réalise que quand on achète cheap, on achète double. Donc, au final, on encourage le gaspillage et le matérialisme, on gaspille de l'argent et donc c'est frustrant et c'est wasteful. Donc c'est, encore une fois que je le mentionne tout le temps, c'est de privilégier les items qui sont de qualité même s'ils sont un peu plus chers. Et ça ne veut pas dire que c'est plus cher que c'est de meilleure qualité et ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit cher pour que ce soit de la qualité. Mon autre point, c'est par rapport à la préparation de mets. Nous, c'est super important. Avant d'aller faire notre épicerie, généralement, on fait un inventaire de ce qu'on a. On essaie d'épuiser ce qu'on a déjà, d'utiliser au maximum les produits qu'on possède déjà. Et on fait une liste par rapport à ce qu'on a besoin. On ne planifie pas nécessairement un menu en nous basant sur les soldes, sur les circulaires. On a pris l'habitude de développer notre menu sur ce qu'on a envie de manger. Alors, c'est sûr que c'est pas la façon la plus économique. Certainement, si vous voulez sauver des sous, c'est de construire un menu sur les rabais de la semaine. Ce que je recommande, c'est de planifier une commande en ligne pour votre épicerie. Donc, il y a plusieurs services maintenant qui sont généralement gratuits où on peut juste se présenter et ramasser notre épicerie le lendemain ou le jour ou l'heure qu'on le souhaite. On peut faire une livraison, mais il y a des frais de livraison, sinon on peut aller les chercher en magasin. Et ce que ça permet, c'est qu'on évite d'entrer dans le magasin et acheter d'autres choses, des choses qu'on n'a pas planifiées ou qu'on n'a pas vraiment de besoin. Souvent, c'est que c'est pas seulement un marché alimentaire, mais il y a toutes sortes d'autres sections et de départements. On pourrait finir par être tenté d'acheter quelque chose qui n'était pas sur cette liste, qui n'était pas nécessaire. Alors, le fait de commander en ligne et de le ramasser en collecte auto pourrait permettre d'éviter ces achats en extra non planifiés. C'est un chore. Ça peut être plate de faire une épicerie en ligne. Moi, personnellement, j'aime pas particulièrement ça. Mais je pense que ça vaut la peine parce que souvent, si je me suis pas fait de menu, si j'ai pas commandé en ligne, que j'ai pas fait une bonne préparation pour la semaine, je vais me présenter à l'épicerie et je vais acheter des choses que j'avais pas de besoin et je vais oublier d'acheter les choses que j'avais besoin. Et en lien avec ça, ça se peut qu'on ait à nous déplacer au courant de la semaine parce qu'on a oublié quelque chose ou peut-être même qu'on a besoin d'aller dans différents magasins ou supermarchés parce que le produit n'est pas disponible à une place versus une autre. Au Costco, par exemple, ils ne vendent pas de fines herbes. Des fois, on a besoin des fruits ou des légumes en plus petite quantité, sinon on risque de les perdre. Alors, on complète notre épicerie ailleurs. Alors, pour ces deuxièmes visites ou ces autres magasins qu'on va aller fréquenter, encore une fois, on a notre liste, mais aussi ce que je fais
pour être sûre de ne pas acheter plus que qu'est-ce que j'ai besoin, c'est de me donner la limite de prendre tout ce que je peux avec seulement mes mains. Donc, je ne vais pas prendre de grands carrosses ou de grands paniers parce que je risque de le remplir plus facilement que si je me limite à ce que je peux porter avec mes mains. Ça peut être aussi avec un petit panier. De cette façon, je suis limitée par l'espace que j'ai et j'évite d'acheter des choses qui sont non essentielles. Un autre truc par rapport encore une fois à l'alimentation, c'est d'adopter peut-être un régime un peu plus végétarien, plus riche en légumes. Les légumes sont définitivement moins chers que la viande. Moi, je suis végétarienne depuis probablement une quinzaine d'années. Mon mari, c'est un carnivore. Mes enfants, ils mangent de tout, donc ils mangent aussi de la viande. Donc, c'est de centrer notre alimentation plus sur les légumes, les bons féculents, les bons glucides, et d'amener la viande ou les produits animaux comme un accent pour notre repas. Ici au Québec, je ne pourrais pas dire pour ailleurs dans le monde ou les autres provinces, mais ici les denrées qui sont périssables sont non taxables. Alors quand on achète des fruits, des légumes, de la viande, le lait, les œufs, tous les produits périssables ne sont pas taxables. Alors c'est de prioriser ces aliments qui sont généralement plus santé, mais aussi qui sont moins chers. Donc c'est d'éviter ce qui est déjà préparé, ce qui est en conserve, et ainsi de suite. Une autre astuce est de faire pousser votre propre nourriture. Donc nous, au printemps, c'est le moment où on commence à planifier notre potager, notre jardin, et puis on pense aux légumes, aux fruits, aux fines herbes qu'on souhaite faire pousser dans notre jardin. Les 2 dernières années, c'est ce qu'on a fait de façon plus sérieuse. C'est un gros projet qu'on a monté ensemble. Mon mari a construit des raised beds. Donc on a fabriquer notre espace de potager. On a 2 grands blocs et depuis 2 ans, on fait pousser toutes sortes de légumes, toutes sortes d'herbes, quelques fruits et c'est définitivement moins cher que de les acheter en magasin. Les semences sont vraiment pas chères. C'est pas toujours un succès, c'est difficile. On est dans l'apprentissage aussi de faire un jardin, mais en général, on peut sauver quand même beaucoup d'argent. L'été passé, on était approvisionné tout l'été par du kale et de la salade. On avait quelques tomates, des concombres, des radis, des carottes. On avait de la menthe en masse, on avait de la coriandre, on avait de la ciboulette, on avait toutes sortes de choses. Et non seulement c'est thérapeutique de planifier et de prendre soin de jardin, de voir les légumes et les fruits et les épices pousser, mais en plus, ça nous encourage à manger plus de légumes, à manger plus santé l'été et aussi c'est moins cher. Mon prochain point combine plusieurs astuces. Ce sont des trucs pour réduire les frais en énergie. Il y a ce qu'on appelle en anglais c'est Phantom Power. C'est des appareils qui utilisent de l'énergie, de l'électricité in the background. Ça fait augmenter la facture. Pas de beaucoup, c'est assez négligeable, mais c'est quelque chose qui s'ajoute. Alors, tous les électroménagers qui sont branchés consomment un certain pourcentage d'énergie. Et ça n'a pas besoin, par exemple, d'être utilisé pour être consommé. Par exemple, le Wi-Fi, même si on est absent de la maison, qu'on n'utilise pas le Wi-Fi, ça consomme de l'énergie. Alors, c'est de débrancher vos appareils électroménagers, ce que vous pouvez. Quand vous quittez ou pendant la nuit, on pourrait fermer le Wi-Fi. Quand on part en vacances, on ferme le Wi-Fi. Ça prête de ne pas faire usage de l'air climatisé. Nous, on n'a pas d'air climatisé, on a un ventilateur de plafond dans notre chambre. On en a un sur pied, mais notre source principale de rafraîchissement, c'est notre piscine. Alors, on est très fortunés et à cause de notre piscine, on ne ressent pas le besoin d'acheter le AC, même si ça devient particulièrement chaud dans la maison. C'est sûr qu'on va favoriser les breuvages froids. On pourrait passer notre temps dans le sous-sol où c'est beaucoup plus frais. Donc, il y a des alternatives à l'air climatisé. Nous, notre source principale, c'est la piscine. Aussi, au moment de l'achat d'électroménager, c'est par exemple de sélectionner les modèles qui sont économiques en énergie. Energy Star, je pense qu'il est une marque qui est reconnue, qui peut faire beaucoup diminuer les factures d'électricité. Il y a aussi les ampoules LED.
Évidemment, c'est être consciencieux aussi de bien fermer les lumières, de ne pas gaspiller de l'eau et tout ça. Il y a aussi évidemment de faire sécher les vêtements à l'air, dehors sur la corde à linge. Et finalement, au niveau du gaz, je le mets aussi dans cette catégorie, mais deux éléments qu'on a tendance à oublier. Naturellement, quand on conduit ou quand on a des sorties à faire ou des achats, c'est de combiner nos déplacements pour utiliser le moins de gaz possible. Mais aussi, on a peut-être parfois tendance à oublier ou à négliger ou qu'on ne sait pas, c'est de vérifier la pression d'air des pneus. Le fait d'avoir des bons pneus gonflés peut faire sauver jusqu'à 3% des frais de gaz. Alors, s'ils sont dégonflés, vous pourriez dépenser 3% de plus que nécessaire au niveau du gaz. Donc, assurez-vous que la pression dans vos pneus est adéquate et aussi qu'ils sont bien alignés. Le fait d'avoir des roues désalignées peut, au courant d'une année, vous faire perdre 150 $ de gaz. Encore une fois, l'efficacité du gaz diminue si les roues ne sont pas bien alignées. Et un autre élément que j'allais oublier, c'est de conduire dans les limites de vitesse. J'avais lu quelque part que si on conduit à 100 km/h au lieu de conduire en haut de 120 km/h, ça pourrait sauver 20% de carburant. Un autre point, je l'ai déjà mentionné dans mes autres vidéos et c'est aussi obvious, c'est d'attendre, avant d'acheter quelque chose, d'attendre qu'il y ait des rabais ou de chercher les rabais. Mais encore mieux, et c'est ce que mon mari dit tout le temps, parce que moi souvent quand je lui montre « Oh bonjour, est-ce qu'on pourrait acheter ça? Il y a 50% de rabais. » Et lui, il me dit tout le temps « Ah, mais tu pourrais avoir 100% de rabais si tu ne l'achètes pas. » Donc, si vous voulez sauver de l'argent, vous pourriez essayer de faire des défis de no-buy challenges ou des spending freeze. Donc, c'est de se donner une période de temps où on n'achète rien. Donc, vous pourriez essayer de totalement éliminer les dépenses pour les sorties ou les restaurants, pour des produits esthétiques, pour plein de choses et donnez-vous le défi donc d'économiser tout votre argent que vous auriez autrement mis dans ces dépenses mensuelles. Et mettez-les de côté ou investissez-les ou planifiez un projet ou un voyage avec cet argent. Vous allez voir, c'est possible d'économiser beaucoup d'argent. Vous pourriez même faire littéralement un spending freeze en mettant votre carte de crédit dans un bloc de glace dans le congélateur. C'est quelque chose que j'avais vu, je pense, dans le film quelque chose Shopaholic, le journal d'une Shopaholic, mais c'est une femme qui avait des problèmes compulsifs de consommation de vêtements surtout et de produits de beauté, je sais pas trop, mais je pense que dans le film, elle avait essayé de geler sa carte de crédit dans son congélateur pour ne pas l'utiliser. Mon numéro 5, c'est de calculer les dépenses en nombre d'heures travaillées. Des fois, de le mettre dans cette perspective, ça nous permet de vraiment questionner si ça vaut la peine de faire l'achat et à combien d'heures ça équivaut de travail. J'ai le nez tellement bouché. Mon prochain truc, c'est de renégocier les forfaits. Dépendamment des compagnies, annuellement, ils vont faire une augmentation au niveau des tarifs et des forfaits d'Internet, de téléphone, de câbles. Et généralement, ces augmentations peuvent être éliminées ou annulées si on les contacte et qu'on veut renégocier le forfait. Ou si même on va aller voir au niveau des compétiteurs s'ils ont des meilleurs prix à offrir. Généralement, soit ils vont égaliser le montant ou le réduire. Alors, ça vaut la peine des fois de passer juste un petit coup de fil ou de renégocier les tarifs. Un autre point qui est un peu aléatoire, c'est au niveau de la peinture. Souvent quand on déménage dans une nouvelle maison ou qu'on loue un appartement ou un condo, on ne connaîtra pas nécessairement les couleurs des murs. Il n'y aura pas nécessairement de cannes restantes pour des retouches. Alors je vous recommande tout simplement d'amener à votre magasin de peinture ou de rénovation un échantillon de votre mur, de la couleur. Ils vont pouvoir la color match et reproduire la même couleur de peinture de mur.
Quand on a déménagé ici, j'aimais beaucoup la couleur du plafond, mais le plafond est très taché, il a besoin d'être rafraîchi et ça ne me tentait pas de repeinturer tout le plafond. Ça demande beaucoup de travail, c'est assez difficile de faire un plafond, couvrir les planchers. Et donc, au lieu d'acheter une canne complète de peinture qui varie généralement entre 60 et 100 $, ce que je vous recommande, c'est donc de prendre un morceau, un échantillon de la peinture du plafond. Vous pouvez arracher un petit morceau, l'amener à votre centre de peinture ou de rénovation. Ils vont pouvoir reproduire la couleur et donc on va pouvoir acheter tout simplement une petite canne qui est autour de 15 $ pour simplement faire les quelques retouches nécessaires. Donc ça évite les frais de gros galons, ça évite aussi tous les frais des accessoires de peinture, le tapis, et les rouleaux, donc vous allez sauver de l'argent et du temps. Mon numéro 8, je l'ai déjà mentionné, mais c'est de DIY absolument tout ce que vous pouvez DIY. Alors, c'est de faire par vous-même ce qui peut être fait par vous-même. Des fois, par ailleurs, ça nécessite un peu plus de temps, ça nécessite une forme d'éducation sur le projet que vous voulez entreprendre par vous-même. Ça peut être, par exemple, de faire vous-même vos cheveux. Il y a toutes sortes de tutoriels maintenant, alors c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Ça peut être de faire des rénovations par vous-même à la maison. Ça pourrait être de créer vos propres produits ménagers, vos propres produits nettoyants par exemple. Ça pourrait être de fabriquer vos propres cartes d'occasion. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes pour sauver de l'argent. Mon autre point, c'est de se gâter. Ça demande beaucoup de retenue quand même, mais je pense que c'est super important aussi de se gâter et de pas être trop sévère ou trop strict au niveau de notre budget, au niveau de nos dépenses, de notre consommation. De temps en temps, on aime s'acheter quelque chose qui n'est pas nécessairement nécessaire, qu'on n'a pas nécessairement besoin. Ça va nous éviter peut-être qu'un peu plus tard, on ait des impulsions parce qu'on a été tellement sévère que l'on a besoin d'une forme de relâchement. Je sais pas comment l'expliquer. Nous, par exemple, quand on va au Costco, mon mari et moi, à chaque fois, on se dit on a chacun le droit à une gâterie ou un item de notre choix qui n'est pas dans notre liste. On se donne le droit d'acheter quelque chose qui n'est pas essentiel. Donc ça nous donne un sentiment de liberté, ça nous amène un peu plus de joie puis un peu plus de contrôle parce que si jamais on s'était pas dit qu'on se permet un achat supplémentaire, peut-être qu'on finirait par en faire plusieurs achats supplémentaires. Ça nous permet un certain relâchement, mais tout en étant dans des limites raisonnables. Donc ça crée un genre d'équilibre. On n'est pas trop restreint, mais on est restreint assez pour pas exagérer. Mon dernier point, c'est d'essayer de prolonger la durée de vie de vos items, de vos vêtements. Par exemple, ma poche de thé, généralement, je l'utilise une deuxième fois. Je me fais 2 infusions avec la même poche de thé. Ça peut être aussi de porter mes vêtements plus longtemps. J'ai lu sur le blog Project CC, et puis je sais pas à quel point c'est fiable, toutes les informations que j'ai trouvées sur Internet. J'ai pas fait des revues d'études et ainsi de suite, mais j'ai lu qu'en moyenne, selon le blog de cette personne, que les gens vont utiliser 7 fois leurs vêtements avant de les discarter. Alors, si on est capable de doubler ce nombre, donc de les porter 14 fois, définitivement, on va tirer beaucoup plus de valeur de ces vêtements, de ces achats. Il y a aussi, par exemple, le rasoir. Donc, une fois que vous avez terminé avec le rasoir, il est recommandé d'appliquer un petit peu d'alcool en spray pour que la lame puisse être plus efficace et plus durable. Donc, il existe des petits trucs comme ça ici et là qui vont permettre d'augmenter la durée de vie, la durabilité de nos items et de nos vêtements. Donc ça, c'était mes autres astuces qu'on utilise pour sauver de l'argent ici et là. Alors j'espère que vous avez aimé ces idées. Si vous cherchez plus d'idées et que vous n'avez pas déjà vu mes autres vidéos, je vous recommande d'aller écouter celle-ci et celle-là. En fait, ce sont 2 épisodes. Elles se font suite. Alors je vous invite à aller les regarder et laissez-moi savoir si vous avez d'autres trucs à me recommander. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Bye!